Bonsoir à toutes et à tous, et surtout à tous. Récemment dans une vidéo, j'ai parlé d'un livre que j'ai lu en 2 semaines. Un livre de 850 pages. Plus de 850 pages, 854 pour être exact, si je dis pas de bêtises. Et je voulais faire un rétexte dessus en fait. Ce livre, qui a été écrit par Eiji Yoshikawa, qui s'appelle La pierre et le sabre, raconte la vie, la jeunesse d'un monsieur appelé Takezo Shimen, qui est devenu plus tard en fait Miyamoto Musashi. Si vous ne connaissez pas Miyamoto Musashi, c'est un des samouraïs, d'abord ronin, les plus connus en fait de la période Edo. La période Edo, c'est une période qui va grosso modo de 1600 à 1868 au Japon, avant l'ère Meiji. C'est la période des samouraïs, c'est la période des ronins, c'est la période de plein de choses. Et en fait, ce monsieur, il est resté célèbre parce qu'il a écrit ce qu'on appelle le traité des 5 roues, The Book of the Five Rings, ou des 5 anneaux. Et c'était un très grand samouraï. Et en fait, lorsqu'on lit son histoire, c'est un roman initiatique. Et je pense que si toi t'es un jeune homme, ou même un peu moins jeune, je te conseille franchement de lire ce livre parce que il est très intéressant. Le plus dur, je pense, pour quelqu'un de non initié à ce genre de lecture, c'est déjà la taille du livre, c'est un peu impressionnant. Surtout, ça se passe au Japon, on va dire, comment dire, il y a 500 ans, quoi, à peu près, 450. Tout le monde ne connaît pas sa géographie japonaise. C'est bien d'avoir, il n'y a pas de carte dessus, mais c'est bien d'avoir une petite carte juste pour voir à peu près, pour se donner une petite idée, mais c'est pas indispensable. Le plus important, c'est de comprendre que, en fait, par quoi il est passé. Probablement, ça parlera à de nombreuses personnes, parce que le monsieur qui est là-dedans, en fait, il n'a pas connu son père ou sa mère, c'est sa sœur qui l'a élevé, ensuite ça a été un paria, il a été rejeté, il a participé à une très grande bataille en 1600, la bataille de Sekigahara, et en fait il a été blessé, il a été laissé pour mort. Bref, tout ça pour dire que cette histoire, finalement, c'est une histoire qui nous permet de mieux comprendre comment on devient un homme, en fait. Et à un moment, il raconte, dans tout ça, entre 17 et 20 ans, ou 22 ans, qu'il est resté 3 ans au même endroit, dans une salle, il s'est isolé, il a juste lu, en fait. Il a juste lu. Bon, il pratiquait les exercices, mais il lisait surtout, en fait. Il lisait, il s'éduquait. Parce que c'est ça le but, en fait, d'un homme. C'est de comprendre que sa valeur ne dérive pas, contrairement à une femme, de son apparence physique et de sa virginité, mais de sa capacité à accumuler du savoir et surtout à l'appliquer, à générer en fait des ressources. Ces ressources peuvent être sous forme de richesse, d'argent, peuvent être aussi des contacts, des liens, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va se retrouver dans plusieurs personnages. Parce qu'il y a un personnage, son meilleur ami, en fait, qui, lui, littéralement, c'est un ivrogne, il couche avec n'importe qui, il blâme tout le monde et leur mère, le ciel, quoi, etc., le ciel et les étoiles. Et on est tous passés par là, on a tous eu une phase de victime. On a tous, moi quand je fais la description, Adonis, Kevin, tout ça, ou comme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a toujours une part de Kevin en nous, dans le sens où on a tous été quelqu'un qu'on n'a pas voulu être, mais on le faisait par la force de l'habitude. Et en fait, la voie que lui il propose, c'est la voie du sabre. C'est pour ça que ça s'appelle la pierre et le sabre. Mais c'est la voie du samouraï finalement. Samouraï, c'est un terme japonais qui vient de saburai, en fait, qui veut dire servir. Être au service d'eux. Qui désigne vraiment en fait les guerriers qui étaient au service des daimyo, justement entre 1450, 1500 et 1868. Voilà, pour le faire, très simple. Certes, il y en a encore aujourd'hui, mais bon, c'est plus un reliquat historique, comme aujourd'hui, il n'y a plus de chevaliers en France. En quoi c'est important de dire ça? Parce que le mot servir, finalement, on peut servir un maître, mais le plus important, en fait, c'est de comprendre qu'on doit se servir soi-même. Mais pas se servir en mode je me sers des pâtes au buffet à volonté, ou des sushis. Non, c'est se servir pour se rendre service, en fait. Je suis en train de penser maintenant que j'ai pas beaucoup reculé la caméra, donc elle doit être très proche. Vous me verrez peut-être de près. Mais c'est ça, en fait. On doit être... Moi, je dis, il y a 2 choses à qui on doit être service. D'abord, nous, se rendre service à nous. Ensuite, être au service de notre société, de nos enfants, de notre communauté. Et enfin, finalement, être au service de Dieu, en fait. Quelle que soit votre religion, peu importe, il y a toujours une dimension, comment puis-je être au service du plus grand bien? Comment puis-je faire en sorte de promouvoir la paix, de promouvoir la compréhension, de promouvoir la compassion, de promouvoir toutes ces vertus, en fait, dont on parle, la sagesse, etc. Comment puis-je faire pour devenir un meilleur homme et faire tout ça? Et c'est pour ça que je vous dis finalement de faire ces bonnes habitudes. Parce que le but, en fait, pourquoi je dis de faire les bonnes habitudes? Écoutez bien ça, c'est super important. La plupart du temps, nous, on n'a pas de sérotonine en fait. On n'a pas de victoire, on n'a pas de petite victoire, on n'a pas de truc. Et en fait, lorsqu'on se fait un petit tableau avec des habitudes à remplir ou des tâches,
ben, on accumule en fait des reps, on accumule des petites victoires. Et donc on crée de la confiance en nous, parce qu'on se rend compte qu'on est capable, je suis capable de faire mon lit, je suis capable de faire le ménage, je suis capable d'apprendre, de lire 10 pages d'un livre, je suis capable de faire 5 minutes de méditation, etc. Et c'est ce que j'appelle la surcharge progressive en fait. Parce qu'il y a personne qui va devenir, qui va avoir 0$ sur le compte en banque, qui va être millionnaire le lendemain. Comme il y a personne qui va réussir à marcher un jour, puis ensuite à courir le lendemain. Non, comme le bébé il a dû apprendre à marcher, il est tombé plein de fois, il s'est bien plein de fois cassé la gueule avant d'apprendre à marcher puis à courir. Ben, nous c'est la même chose en fait. Et la logique qu'il y a dans tout ça, c'est que notre société, l'école républicaine en fait, qui est faite pour faire des bons petits soldats, elle a vilifié en fait, elle a vilifié l'échec, elle a vilifié la tentative, elle a vilifié l'initiative. On doit juste être des bons obéissants. Moi quand j'étais dans l'armée, on disait ah oui, une initiative malheureuse. Non en fait, un homme doit prendre des risques. Un homme est un homme s'il est capable de prendre des risques en fait. Et c'est ça qui fait peur le plus peur du temps. C'est pour ça que des gens ils relapsent, c'est pour ça que des gens ne veulent pas changer. Parce que, je voudrais faire une petite vidéo à part à côté, mais je pense que je vais en parler directement ici. La raison principale pour laquelle les gens relâchent, c'est parce qu'ils ont peur de changer. Ils ont peur de changer leur environnement, leurs habitudes, etc. Ils ont peur de passer au niveau supérieur. Parce qu'il y a quelque chose de très réconfortant dans le fait d'éjaculer, à savoir une hormone, un neurotransmetteur qui s'appelle la prolactine. Prolactine, aussi appelée lactotropine. Ce qui se passe, c'est que ça vous donne du contentement en fait. Pourquoi? Parce que techniquement, tu viens d'éjaculer, donc tu as rempli ta mission. Ta mission qui est de propager l'espèce et de transmettre tes gènes à la génération suivante. Sauf que la plupart du temps, tu éjacules dans une capote, dans une main et dans une femme qui n'est pas fertile ou qui va avorter. Donc tu veux cette prolactine du contentement. Tu vois, par exemple, imagine c'est le bordel chez toi, boum, prolactine, ah bah finalement je vois plus le bordel. C'est pour ça que les mecs ils disent ah je me sens bien après d'avoir éjaculé. Non, tu te sens pas bien. La prolactine fait taire ton amygdale, ensuite il n'y a plus que ton cortex préfrontal qui parle. Et ça c'est ce qu'on appelle la post clarity, la clarté post-éjaculatoire. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je l'ai pas ressenti depuis bientôt 2 ans, en fait. Et c'est horrible. Pour mon cerveau, c'est horrible. Parce qu'il n'a pas ce soulagement. Je sais plus ce que ça fait d'éjaculer. C'est horrible. Et même si parfois j'ai des urges, même si parfois j'ai des rêves humides, là j'en ai eu récemment, même si parfois il y a la tentation, c'est tellement fort. Parfois, c'est juste horrible. Le but, c'est de se dire que, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce qui vaut le coup, en fait? Et quand tu es capable de faire toutes les tâches que je te donne, de retarder ta gratification, de la mettre a posteriori, tu es capable aussi, finalement, de faire ce choix, t'es capable de dire non. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo sur le muscle le plus important, qui est le muscle du non. De te dire, finalement, ça m'apporte quoi, en fait? Ça m'apporte quoi? Et je voudrais parler, en fait, dans le cadre de la gratification instantanée, en fait, j'y repensais. Et ça faudrait que j'en parle, mais peut-être je ferai une autre vidéo, mais je vais en parler ici. Le plus dur, en fait, j'ai un truc qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il y a une fille qui lui court après, en fait, dans ce livre. Et pourquoi la fille lui court après? Parce que lui, il se fout de la fille. Mais vraiment, c'est ça, en fait. Parce que la fille est obsédée par un homme qui est obsédé par ses buts. Souvenez-vous de ça. Dès que t'as compris ça, c'est juste trop bien, en fait. Les femmes, elles veulent en surface que tu sois obsédé par elles, mais au fond, elles veulent pas que tu sois obsédé par elles. C'est pour ça qu'en fait, une femme est toujours ambivalente. Et pour ça qu'une femme, tu peux pas la contenter. En fait, si tu fais ce que te dit de faire une femme, bon, hormis lorsque, franchement, il y a des tâches ménagères, par exemple, est-ce que tu peux sortir les poubelles? Oui, je vais sortir les poubelles. Voilà, quoi. C'est con, mais voilà. Faut dire, oh non, je suis pas un homme soumis, je sors pas les poubelles. Voilà, faut pas être stupide. Mais quand elle dit, je veux que tu te concentres sur moi, je veux que tu me donnes ton attention, c'est un test, en fait. C'est un test pour savoir si tu es visiblement concentré sur tes buts. Et en fait, il décrit bien à un moment que la folie qui s'empare d'une femme qui ne peut pas avoir un homme qu'elle convoite. Parce qu'au contraire, justement, et donc là c'est le point que je vais aborder, il y a un moyen de contourner ça pour les hommes. C'est comment? C'est payer pour du sexe. J'avais lu un livre qui s'appelait Le soldat et la putain. Quand j'étais dans l'armée, le soldat et la putain, voilà, ça s'appelait comme ça. Et il disait, oui, c'est les dieux métiers les plus anciens du monde. C'est triste, mais c'est probablement très vrai. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un homme, s'il convoite une femme, il ne peut pas payer pour obtenir sa validation, son attention, pour être attractif. On ne peut pas... You cannot pay your way to attraction. Tu ne peux pas payer pour obtenir le regard d'une femme, en fait.
En revanche, tu peux obtenir son sexe. Et c'est pour ça qu'il y a de la prostitution. C'est pour ça qu'il y a... ce qu'on appelle- je suis désolé, mais lorsque les gens ils disent des escorts, des male escorts, des escort girls, c'est des prostituées. C'est des prostituées. On échange de l'argent contre du sexe. Et de l'attention. Et là, c'est vraiment uniquement la partie transactionnelle. Il n'y a pas de transmission émotionnelle. On joue un rôle, en fait. Là, on a du théâtre. Il n'y a pas de lien qui se crée. Oui, les gens vont me dire, ah oui, ça fait une femme au resto, etc. Regarde, tu payes. Je fais, écoute, t'es pas obligé de payer. Tu peux lui dire de payer sa part, parce que maintenant, les femmes, elles gagnent probablement autant, sinon plus d'argent que beaucoup d'hommes. Enfin, des femmes, en tout cas. En tout cas, je l'ai rencontré. Médecins, avocates, etc. Et deuxièmement, c'est sûr que ça dépend, en fait, où t'en es dans la relation. Est-ce que t'es au début de la relation? C'est sûr que là, on a compris à se connaître, t'es dans la phase de séduction, la phase de courtiser, etc. Ou est-ce que t'es plus loin dans la relation? Mais oui, il y a toujours un échange d'énergie. Et en fait, moi je dis toujours que lorsqu'on simp, c'est quoi? C'est quand c'est une relation non réciproque. C'est quand on donne de l'attention non méritée. C'est quand, en fait, on donne plus d'énergie qu'on en reçoit. Et il y a des femmes qui vont faire ça. Et des hommes qui vont faire ça. Mais souvent, il y a plus souvent des hommes qui vont faire ça pour des femmes qui ne le méritent pas. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, et ça je l'ai compris, je vais terminer là-dessus cette vidéo, parce que le but en fait de ce livre, c'est de te faire comprendre qu'il faut récompenser les bons comportements et punir les mauvais comportements. Parce que le cerveau humain, il veut le plaisir et il fuit la douleur. Et sauf qu'en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'en fait, on récompense les mauvais comportements, tant les hommes que les femmes. Un exemple, les femmes qui récompensent les mauvais comportements, c'est les femmes qui vont coucher avec des hommes qui ne vont pas rester avec elles, pour des relations sans lendemain. Elles récompensent les mauvais comportements, et elles punissent les bons comportements des mecs qui veulent éventuellement fonder une famille. En les privant de sexe. Ou dès qu'elles sont mariées, elles changent tout au tout. Parce que souviens-toi d'une chose, putain, si tu te souviens, t'as tout compris. Les femmes contrôlent l'accès au sexe, dans une certaine mesure, pour une grande partie des hommes. Mais ce sont les hommes qui contrôlent l'accès à la relation au mariage. Et dès que t'as compris ça, tu comprends qu'en fait, c'est toi le trophée. C'est toi le prix à gagner. C'est toi c'est toi le mâle dominant. Parce que tu domines ta vie. C'est toi qui es le leader, le chef. Et les hommes aussi font l'inverse. Ils récompensent les mauvais comportements en couchant avec des femmes qui ne sont plus vierges. Donc là, même se dire, ah, c'est pas grave si c'est un bodyguard de 50, il y aura toujours un mec qui va me récupérer. Ou là, en tolérant l'intolérable. Il y a des femmes qui vont se dire, ah oui, regarde, je me suis fait violenter par mon mari, etc. Oui, bon. Moi ça m'est arrivé. J'avais des femmes qui se faisaient qui la gueule par leur mari ou leur conjoint, ou qui se faisaient molester, ou il y avait eu de la violence conjugale. Il y a des moments, faut creuser dans les trucs, parce que les femmes vont souvent tourner des histoires. Je dis pas tout le temps, attention. Parfois, il y a des femmes qui sont retorses en fait, qui vont pas dire la vérité, qui vont dire leur version de la vérité. Et ces femmes, elles restent finalement en fait avec ces hommes-là. Parce que c'est la façon dont elles ont appris à être aimées. La voie du samouraï, c'est quoi finalement? C'est la voie de la discipline. C'est la voie de la discipline. C'est la voie de... À un moment, il dit dans ce livre, qu'est-ce que je vais laisser en héritage aux gens 100 ans après la mort? Le mec, on s'en souvient encore de lui, ça fait 400 ans qu'il est mort. 350. C'est parce qu'il a laissé quelque chose derrière lui. C'est ça en fait. À toi de pas laisser de la cendre en héritage. Des cendres en héritage. À toi de laisser un truc. Les gens ils vont pouvoir s'en servir. Tes enfants, ta famille, les autres hommes, les autres femmes aussi. Je pense que c'est le plus gros dilemme aujourd'hui, c'est que on n'a plus de discipline. On n'a plus de discipline. Et quand on n'a plus de discipline, en fait, c'est comme ça que finalement la société elle s'effondre. Là, je regardais une vidéo de... Il faut que j'en parle, je pense que c'est important. Une vidéo de Giorno 2077. Et j'aime bien de temps en temps regarder sa chaîne. Bon, c'est vraiment... C'est beaucoup plus de la... Il y a quand même de la... C'est des réactions, des trucs, mais c'est intéressant. Et là, il y avait l'histoire d'une nana, littéralement, qui part en Erasmus. Alors ça, les gars, je vais vous le dire tout de suite. Une femme qui voyage seule, c'est... Elle a des choses... Il y a des choses pas claires, dans le sens où elle est pas là pour rester chaste et vierge. Et donc finalement, ensuite... Le plus dur pour une femme dans ce cas-là, c'est l'histoire de l'étudiante qui se fait troncher par 3 Italiens, et ensuite elle dit que dans son cœur, c'est son copain, parce qu'elle est avec un copain en France. Dans son cœur, son copain c'est le père. Bon, c'est évidemment pas lui, quoi. Donc littéralement, le mec, il va élever l'enfant d'un autre. Je rigole, mais c'est absurde en fait. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui mettait dans les commentaires, en France, un homme doit obligatoirement accepter le test de paternité, mais une femme, en fait, on peut pas lui imposer le test de paternité.
Et ça, en fait, c'est pour ça que je vous dis littéralement, mettez pas votre biscuit n'importe où, quoi. Moi, quand j'entends des mecs qui me disent « Oh, regarde, je couche avec tout ça », non, je fais... Plus j'avance, en fait, dans la voie de la rétention séminale, et de la discipline, et du développement personnel, moi, en fait, je suis intéressé par les femmes. Moi, en fait, je suis intéressé par les femmes. Juste parfois, je suis excité sexuellement, ma prostate est pleine, bon, faut la vider, quoi. Mais j'ai plus envie de tout ça, en fait. Et la voie du samouraï, c'est la voie de comment je peux servir le mieux possible ma vie, mes camarades, ma famille, ma communauté, et Dieu, en fait. Et il y aura beaucoup d'embûches, il y aura beaucoup de distractions. Je terminerai en disant que le plus dur, c'est pas forcément de jamais échouer. Parce que moi, il faut bien comprendre qu'avant d'arriver là, à bientôt 2 ans, j'ai échoué un nombre incalculable de fois. Chaque fois, je relapse. Et là, parfois, la tentation. Mais le but, finalement, c'est de désexualiser son cerveau, en fait. De tourner l'énergie créative, non plus vers la procréation, donc uniquement vers la procréation, hormis si c'est vraiment ce qu'on recherche, mais vraiment, en fait, vers la création, dans le monde de choses. Et moi, je disais qu'en fait, désexualiser son cerveau, ça veut littéralement dire être capable de regarder une femme sans avoir de pensée sexuelle. Pour 2 raisons. Un, parce qu'on a des standards, ok, on a des standards, donc on choisit pas n'importe quelle fille avec qui on veut coucher, procréer, etc. Et deuxièmement, parce que on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut en termes de partenaire, on sait ce qu'on veut en termes de vie. Bon courage. Courage forceneur. Bonne rétention séminale. Discipline. Fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.